Bonjour, c'est un plaisir de vous retrouver pour ce nouvel épisode de Défense à l'antenne. Aujourd'hui, nous sommes heureux de recevoir Louis Saillant. Capitaine, bonjour. Bonjour. Vous êtes donc officier de marine et commando marine. Vous avez notamment été chef de groupe et vous avez servi dans des commandos tels que le commando Trépel. Avec celui-ci, vous avez notamment été déployé au Sahel. Et récemment, vous avez publié un livre, Chef de guerre, aux éditions Mareuil, dans lequel vous racontez vos expériences au sein des commandos marines. Dans ce podcast, nous allons nous appuyer sur votre expérience et votre ouvrage pour revenir sur vos expériences de chef de guerre avant de traiter votre nouvelle aspiration, continuer le combat dans le champ des idées. Enfin, nous terminerons sur des questions plus personnelles. Mais avant ça, j'aurais une première question pour vous, Louis Saillant. Pourquoi avoir rejoint l'armée et pourquoi les commandos marines? Alors moi, c'est essentiellement le service le goût pour le service qui m'a poussé vers l'armée, et ensuite le goût pour l'aventure, le goût pour l'action qui m'a poussé vers les unités dans lesquelles j'ai pu travailler. Donc c'est un petit ensemble, et il y a une espèce de réponse duale entre ce goût pour l'action et ce goût pour le service. Très bien. Alors, comme je l'ai rappelé dans la rapide présentation que j'ai essayé de faire, vous êtes commando marine et officier. Alors, on a pu voir plusieurs reportages qui ont été faits pour montrer la formation des commandos marines et notamment la sélection avec le STAC. Mais comment le cours officier vous prépare à diriger une unité composée de guerriers et dans des unités si combattantes, on va dire? Le corps officier prépare essentiellement à prendre des responsabilités. Ça prépare essentiellement à apprendre à développer, on va dire, le sens tactique, le sens de l'analyse, afin de parfaire ses qualités sur le terrain. C'est beaucoup d'entraînement aussi, hein, c'est beaucoup de préparation sur le terrain pour Oui. travailler les différentes situations, les différents thèmes tactiques. J'imagine que c'est surtout par le travail, justement, l'entraînement régulier avec vos hommes qui fait acquérir, on va dire, plutôt la légitimité plutôt qu'un simple grade. Exactement. Très bien. Alors, on l'a dit, vous avez donc servi notamment au commando Trépel, qui est un des commandos d'assaut des commandos marines. Est-ce que vous pouvez nous parler un peu des missions qui incombent donc, au commando Jobert et au commando Trépel, qui sont deux des commandos d'assaut de l'Orient? Oui. Il y a trois grands types de missions. Il y a premièrement les missions qui sont sous le joug de la marine. Donc tout ce qui est mission contre les narcotrafiquants, mission de police des pêches et mission d'anti-piraterie. Parce qu'il y a encore des pirates qui ne ressemblent pas à Jack Sparrow, mais pas loin, qui sillonnent encore les mers et donc qui portent préjudice notamment aux flottes françaises dans les Antilles, mais aussi en océan Indien. Et les deux autres grandes missions sont les missions d'antiterrorisme que nous faisions sur le territoire national dans le cadre des alertes et bien sûr des missions pour le commandement des opérations spéciales, le COS, que nous effectuons essentiellement à l'étranger. Très bien, donc les commandos marines sont formés à intervenir aussi bien sur terre qu'en mer. Exactement, ouais. Très bien. Alors du coup, justement, le livre témoigne des nombreux départs en opération que vous avez connus. Vous avez été plusieurs fois en OPEX, donc en opération extérieure. Une fois en opération extérieure, est-ce qu'on explique aux opérateurs les raisons des missions qu'ils vont exécuter au quotidien? Par exemple, j'ai mené une mission de surveillance à tel endroit ou une opération d'action, on va dire, plutôt à un autre. Alors, je pense que la question est un peu innocente, mais elle a le mérite d'être posée. En fait, je pense que quand on donne une mission à quelqu'un, quel que soit le niveau, quel que soit le niveau d'emploi, et vous avez ça dans le civil, c'est exactement pareil dans une entreprise, si on ne dit pas à quoi ça sert, quelle est l'utilité de votre mission, en fait, vous imaginez l'engouement qu'on peut avoir pour la mission. Si on n'a aucune idée de ce qu'on fait, en fait, on n'a aucune idée de la raison pour laquelle on le fait, je pense que l'enthousiasme de la personne sera bien moindre que si on vous explique que la mission se place dans un ensemble cohérent et logique. Donc systématiquement, on explique bien sûr ce que les opérations, l'origine des opérations et les raisons pour lesquelles elles se tiennent. Très bien, donc depuis l'officier qui va commander entre guillemets l'opération Tout le monde. jusqu'au cadre artimètre de la flotte, tout le monde va être. Exactement. Et du coup, on arrive souvent, dans le cadre des opérations spéciales, quand les missions sont même un peu délicates, quand il y a des aspects diplomatiques qui peuvent être engagés, on a ce qu'on appelle des mass briefings. Donc, c'est un terme anglo-saxon qui signifie briefing de masse, tout simplement, présentation de masse. Et là, vous avez tout le monde qui se présente sur
une maquette gigantesque. Moi, j'ai déjà fait ça dans des hangars hélico gigantesques avec des maquettes énormes. Et vous avez un colonel plein qui explique toute la mission et tout le monde est là jusqu'au soldat Durand. Très bien. Et dans la décision pour mener une opération, est-ce que justement il y a des communications qui sont faites entre les hommes du rang et par exemple le colonel qui va la décider in fine ou pas du tout? Oui, oui, tout le monde communique, tout le monde échange. C'est ce qui fait aussi la cohésion du groupe. C'est-à-dire que tout le monde a son mot à dire dans l'histoire. Très bien. Et du coup, enfin, innocemment aussi, mais je pense que c'est des questions qui sont importantes de poser pour que tout le monde voilà, puisse se rendre compte. On parle souvent des retours d'expérience. Est-ce que justement ces retours d'expérience aussi se font directement après le retour ou est-ce qu'il y a une période qui est laissée une fois l'opération menée et on fait un débriefing 2 ou 3 jours après? Tout se fait à chaud. Tout se Tout fait à se fait. chaud. On brief jusqu'avant de partir et on débrief dès qu'on peut, dès l'issue de la mission ou le lendemain, au pire. Mais c'est très important d'avoir ces retours d'expérience parce que c'est ce qui nous rend plus forts. Oui, c'est l'accumulation d'expérience et on sait que le COS, depuis ces dernières années, est énormément projeté, ce qui a permis d'avoir une expérience opérationnelle qui est très Exactement. importante. Exactement. Mais enfin voilà, les opérations, c'est un engagement qui est très important. C'est la concrétisation aussi peut-être de longues années d'entraînement. Qu'est-ce que ça a été pour vous la motivation première pour partir en opération extérieure? Le goût pour le combat. Le couple? Le goût pour le combat. J'aime la bagarre, j'aime me battre. Tu as fait des arts martiaux, sport de combat avant? Moi, j'ai fait pas mal de boxe, j'ai fait un petit peu de lutte aussi, et c'est des choses que j'apprécie. On a tous un petit peu le goût pour le combat. C'est l'essence du métier, hein. Enfin, si on n'aime pas ça, on ne va pas faire la guerre. Donc, c'est la motivation numéro un, c'est le, le goût pour la confrontation aux choses, mais c'est aussi paradoxalement, c'est aussi un goût pour la vie, en fait. C'est un goût pour, on s'éprouve un petit peu face à la vie. Et puis, enfin, c'est ce que vous évoquez aussi dans le livre, c'est qu'il y a soit les commandos sont parfois amenés à porter la mort chez l'ennemi et à la recevoir aussi malheureusement, mais il y a un grand respect qui est fait de la vie humaine. Et Oui, absolument, voilà, absolument. C'est ce qui compte, hein, c'est ce qui prime essentiellement, c'est le respect de la vie humaine. On va tout faire pour verser le moins de sang possible, même si nous sommes l'ultima ratio regum, hein, le dernier mot du roi. mais on le voit même à travers donc le pseudo que vous avez pris, que l'histoire, enfin vous êtes fait d'histoire. Oui, je vais faire une histoire. Ouais. Ouais. Je ne suis pas un grand historien, j'ai pas ces prétentions-là, et je vais vous dire la vérité, plus j'en lis, et plus je me rends compte à quel point je ne connais rien. Donc, je préfère dire que je suis un amateur que presque même un féru, je trouve ça un peu beaucoup. On va dire que je suis un grand amateur d'histoire. Grand amateur d'histoire alors. Donc en tant que chef, justement, vous êtes responsable à la fois de votre propre vie au combat, mais vos décisions vont aussi avoir un impact sur celle de vos hommes. Comment vous vivez justement dans le combat pur une fois que vous êtes en opération extérieure? Quand par exemple votre groupe est pris à partie, comment est-ce qu'on arrive à décider sous le feu? Pour des décisions qui ne nous engagent pas que Et, nous. alors, d'une part, c'est de l'entraînement, c'est une sélection, d'une part, hein. Il y a des gens qui ne sont pas aptes à prendre des décisions sous pression. Ensuite, c'est beaucoup d'entraînement qui va stabiliser le processus décisionnel, qui va nous permettre de garder l'esprit clair, de prendre des décisions simples mais cohérentes, ce qui est extrêmement difficile, hein. Prendre des décisions simples sur le terrain, c'est très dur. Et Sun Tzu avait donc ce chef de guerre chinois qui avait écrit ce bouquin, L'art de la guerre. Un de ses adages, un des adages qu'il a et que je trouve très intéressant, était que je paraphrase, c'était que un jeune guerrier, quand il arrive sur le champ de bataille, il voit 1 million de possibilités. Le vieux guerrier, quand il arrive sur le champ de bataille, il voit 3 possibilités. La difficulté, c'est de réduire ce champ des possibles aux plus petites décisions possibles. Et ça, c'est extrêmement dur. C'est ce qu'on nous apprend et c'est très difficile. Maintenant, à titre personnel, moi, ma façon de gérer les choses quand on monte en pression sur le terrain, c'est de mettre en place un espèce de logiciel tactique qui va gérer tout l'environnement comment dire, comme un logiciel vraiment. C'est-à-dire que tout perd son essence et tout devient lié à la situation tactique.
Donc, un individu sans arme, ce sera un point d'intérêt, un individu armé devient un ennemi, un arbre va devenir, ou un buisson peut devenir un masque, une butte de terre deviendra un abri derrière lequel on pourra s'abriter, etc. Donc, tout est lu à travers ce regard, un peu comme au football. Hein. Si vous êtes capitaine d'une équipe de foot et que vous jouez, vous ne vous posez pas la question de savoir si lui, vous le connaissez personnellement ou pas, vous l'avez déjà vu quelque part ou pas. Non. Vous dites, OK, le gardien, il a une bonne défense volante, l'attaquant, il a un bon pied droit, et le défenseur, il a un bon sprint. Voilà. Vous ne cherchez pas à savoir qui c'est, quel est son prénom, machin. Non, non, c'est des joueurs, et voilà. Et c'est exactement comme ça qu'on voit le terrain. Justement, pour se constituer un tel logiciel, vous l'avez dit, c'est de l'entraînement. J'imagine c'est des centaines d'heures d'entraînement, des milliers d'heures d'entraînement. À partir du moment où vous vous êtes présenté au stage commando, jusqu'au moment où vous êtes parti en opération avec un tel logiciel, combien d'années ça prend? C'est variable, ça peut prendre une année, ça peut prendre 3 ans. Moi, généralement, ce n'est pas non plus très long parce qu'on est appelé à partir rapidement au combat. Et le processus aujourd'hui, les formations sont très bonnes, sont très bien faites. On a beaucoup de retours d'expérience, comme vous disiez plus tôt. Et du coup, on s'améliore en permanence. On s'adapte, on fait les entraînements en fonction des situations où on va être projeté. Donc, on va travailler avec différents scénarios en fonction de là où on sera projeté. Donc, on sera déjà plongé un petit peu dans le genre d'environnement dans lequel on va appliquer notre logiciel. Alors, le logiciel et l'entraînement a beau être commun, entre guillemets, aux différents commandos marines. Vous racontez dans le livre qu'à un moment, pendant une mission, va y avoir une divergence qui va se créer entre vous et vos hommes par rapport à une décision que vous avez prise. Est-ce que vous pouvez revenir sur cet épisode-là et pourquoi vous pensez qu'il y a eu une divergence à ce moment-là? Alors, en vrai, il n'y a pas eu de divergence. C'est-à-dire qu'il y a non, mais c'est une situation délicate. Donc là, vous parlez de la situation où, en fait, on a blessé un ennemi qui nous a pris à partie. On est arrivé sur lui et il s'est constitué prisonnier. C'est-à-dire qu'il a rendu les armes et il s'est constitué prisonnier. Sauf qu'il a été blessé très gravement. On a tous envie de le tuer à ce moment-là. Ce que je dis dans le livre est vrai, c'est-à-dire qu'avant lui, on a eu affaire à quelques bonhommes qui nous ont tenus en respect assez longtemps avec leurs armes automatiques. Et du coup, on a été sous le feu pendant quelques temps. Donc, on était dans un état d'hypervigilance et on avait peur pour notre vie dans cette situation-là. C'est-à-dire qu'on se disait, à chaque coin de buisson, on se disait, on va y passer. En fait. Donc, vous imaginez le degré de tension qu'on a quand on arrive sur lui et qu'on découvre qu'en fait, on l'a attrapé les armes à la main. Si vous voulez, on se dit très facilement, lui, il va passer au trapèze et on passera à autre chose. On va traiter la menace et voilà. Exactement. Donc, on est tous dans un état on veut se débarrasser de la menace, en fait. On se dit, on va passer à autre chose et assainir l'environnement. Sauf que voilà, le chef a une des vertus du chef qui est essentielle, c'est de pouvoir anticiper. On dit, il y a un adage militaire qui dit commander, c'est anticiper. Et je pense qu'ici, c'était très important puisque moi, ce que j'avais fait en découvrant ce bonhomme-là, je l'avais pris en compte et ensuite, j'avais anticipé ce qu'il pouvait y avoir derrière. Et en fait, c'est un peu ça c'est un peu le futur qui va modeler le présent. Parce que si, par exemple, derrière, il y avait eu encore plusieurs menaces, il n'est pas sûr que j'eus pris la même décision. C'est-à-dire que si j'avais eu des menaces, peut-être que j'aurais pu avoir d'autres hommes blessés. Et à ce moment-là, il aurait fallu prioriser les soins que j'allais apporter. Et les soins, j'en ai pas une infinité en quantité. Enfin, j'en ai pas une infinie quantité, pardon. C'est-à-dire que quand vous utilisez un kit de soins sur un ennemi, c'est le même kit de soins que vous pouvez utiliser sur un de vos gars. Donc, c'est un kit de moins que vous allez utiliser pour un de vos gars. Vous voyez le truc? Oui, c'est le Donc, vous cheminement imaginez la situation quand vous arrivez à la situation suivante, il y a un de vos gars qui prend une balle ou deux et que l'infirmier se tourne vers vous et vous dit « il me manque un kit ». Et là, là, on peut se prendre pour un chevalier blanc en se disant « moi, j'ai sauvé le blessé », mais d'avoir un mort sur la conscience de son équipe, je peux vous dire, ça, je le souhaite à personne. Donc, c'est une décision qui est extrêmement difficile et extrêmement délicate. Et la raison pour laquelle je l'ai prise, c'est parce que je savais que, par anticipation, j'avais analysé la suite du terrain et je savais qu'il n'y avait plus rien grâce notamment aux hélicos et à la reconnaissance qu'il y avait eu par les hélicos. Donc, je savais que le reste du terrain était clair et que j'étais encore appuyé. Donc, j'avais plus cette menace imminente d'un tireur isolé. Donc, je me suis dit, OK, on peut peut-être craquer un truc. Après, il y a une chaîne de commandement, c'est-à-dire que moi, je ne décide pas de tout sur le terrain.
Et donc, du coup, la chaîne de commandement au-dessus, elle peut très bien avoir une décision différente. Mais moi, à mon niveau, j'ai pris ma décision. Après, eux, s'ils prennent une décision, ce n'est pas de mon ressort. Donc, pour la suite des soins, par exemple, moi, c'est les premiers soins que je vais appliquer. Ensuite, si les soins plus lourds pour stabiliser le blessé et l'extraire, ce sera au niveau de mon chef. Et là, après, c'est sa décision. C'est chaque niveau décisionnel, mais je trouve Exactement. que c'est intéressant que vous rappeliez ça, parce que c'est vrai que quand on peut entendre ou lire même dans des livres ou entendre à la télé, on ne se rend pas forcément compte des réelles questions qui se posent. Et, parce que vous racontez, C'est-à-dire que Damien. là, si vous voulez, si j'avais mal analysé, mal anticipé la suite, je serais passé de chevalier blanc au pire soldat de l'armée française. Oui. C'est-à-dire que si j'avais dû dire à un de mes gars, bah, en fait, on ne va pas te soigner parce qu'on n'a pas de kit, je pense que j'aurais posé mon béret dans la foulée. Enfin, ça aurait été une honte que j'aurais jamais réussi que je réussirais pas à porter, quoi. Ça témoigne justement des responsabilités qui incombent d'une part au chef, des formations qu'il reçoit, et puis du respect, je pense, qui est d'une part vis-à-vis de la vie, et d'une part aussi vis-à-vis de l'adversaire. Et donc en opération, vous avez notamment côtoyé des forces spéciales américaines ou d'autres pays. Est-ce que tous les pays qui sont proches en opération ont la même considération pour la vie et pour les adversaires qu'ils ont? Alors, en moyenne, les forces occidentales, oui. Les forces occidentales ont une vision qui a un héritage latin, qui a un héritage grec et chrétien, qui fait qu'en fait, on est pétri de valeurs qui sont celles du chevalier des phalanges grecques, quoi. Enfin, ce sont des valeurs qu'on retrouve dans toutes les armées occidentales, enfin, voilà, pour parler très clairement. Après, on retrouve des valeurs très fortes aussi dans les autres pays, qui ne sont pas forcément exactement sur la même longueur d'onde, mais en moyenne, les armées du monde aujourd'hui ont cette vision quand même de sauver la veuve et l'orphelin. Après, il y a aussi la question individuelle, c'est-à-dire que vous pouvez avoir des grands principes qui sont alignés, et ensuite, il y a enfin, voilà, le terrain commande, hein, c'est ce qu'on dit chez nous. Donc après, on peut être confronté à des situations comme nous avons été confrontés, où là, bah, ça va être la décision d'un homme, de deux hommes qui vont faire les choses. Et là, après, ça revient un petit peu à sa conscience individuelle. C'est des décisions qui sont prises en quelques secondes. Donc, Oui, absolument. Ouais. tout à fait. Mais donc, vous dites que vous avez mené le combat sur le terrain et que désormais vous voulez le poursuivre dans le champ des idées. Vous l'avez évoqué juste avant et c'est intéressant, vous parlez des vertus chevaleresques, euh, on sent qu'elles vous irriguent et vous dites même que la chevalerie française vous inspire. Derrière cette expression-là, qu'est-ce qui se cache? En quoi ça vous inspire? Qu'est-ce que En c'est fait, pour vous? ça cache rien du tout. C'est constitutif de nos armées. Donc pour reprendre ce que je disais il y a un instant, l'origine du combat occidental, ce sont les phalanges grecques. Les phalanges grecques, c'était une innovation incroyable dans le monde oriental, puisque c'est les premiers à avoir constitué des groupes, des hommes qui fonctionnaient en groupe et qui menaient des combats de choc. Donc ce sont deux éléments, le groupe et le choc, qui étaient des choses qui étaient inédites en Orient. En Orient, on a une grande tradition de combat à pied, mais de combat à cheval aussi, de harcèlement. Donc, c'est des petites unités avec des petites escarmouches qui vont avoir lieu à droite et à gauche sur des périodes très longues. Alors que là, les phalanges, elles rassemblaient toutes leurs forces à un endroit pour écraser l'ennemi une seule fois. Et donc, on a eu cet héritage qui a été exporté en Europe et on a conservé cette idée de choc. Quand vous regardez toutes les grandes batailles, Azincourt, Bouvines et compagnie, c'est des rendez-vous. Les mecs, ils se donnent rendez-vous sur le champ de bataille avec un uniforme bien dessiné, on sait qui est qui et c'est la baston. C'est le ring de boxe. Hein. On se donne rendez-vous à telle heure, telle date et on se la colle. Donc, ça, c'est un peu l'origine du combat que l'on a, qui a été augmenté, bien sûr, de la notion de charité chrétienne, de la protection de la veuve et l'orphelin, etc. Ce qui est très intéressant, c'est de voir que ça, ce sont des rapports, enfin, ça a créé des rapports dans les armées qui sont des relations presque féodales. C'est-à-dire que aujourd'hui, dans toutes les hiérarchies militaires, on a des ordres qui en haut d'une hiérarchie, qui découlent, qui descendent les hiérarchies. Ces ordres, c'est souvent du papier. C'est-à-dire qu'il y a un chef qui décide
à compter d'aujourd'hui, toutes les bases militaires auront un planton devant avec un fusil. Voilà, ça c'est l'ordre, hop, il est marqué et c'est décliné. Et toutes les armées appliquent ça. Et quand vous descendez en bas de la hiérarchie, en fait, il n'y a plus de papier. C'est-à-dire que quand moi, je pars au combat avec mes hommes, quand je dis on va prendre la colline qui est là, en fait, ils ne signent rien du tout, les gars. Moi, je ne signe pas en ordre en disant aujourd'hui, ce jour, je décrète qu'il faut prendre la colline. Non, non, non. En fait, je les prends avec moi, on se regarde dans le blanc des yeux et on dit les gars, on va là-haut. Et c'est comme ça que ça se passe, en fait. Et donc, ça, c'est une relation qui est très forte, qu'on retrouve dans toutes les unités, voilà, un peu dans toutes les unités, j'ai envie de dire, d'élite, mais en vrai, c'est à peu près dans toutes les unités, dans les bas niveaux. Donc, c'est une relation de confiance d'homme à homme. C'est une histoire de parole, quoi, de parole qu'on se donne. Et c'est très intéressant parce que là, il y a eu l'anniversaire récemment. Donc là, au moment de ce podcast, on est le 4 mars. Et il se trouve que le 1er mars, en fait, c'était l'anniversaire des 80 ans du serment de Koufra. Je ne sais pas si ça vous parle. Enfin, voilà, bon, Oui, avec le général voilà, Colonel Leclerc. Leclerc qui prend Koufra et qui dit « Ok, les gars, je fais un serment de faire flotter le drapeau français sur Strasbourg et de ne pas quitter le combat avant d'avoir fait flotter le drapeau français sur Strasbourg. Strasbourg. Ce truc-là, il l'a gravé dans la pierre et il a fait réciter le serment à tous ses hommes. Non, mais si là, il n'y a pas des notions, si vous voulez, de chevalerie, avec des mecs qui font des serments et qui promettent des drapeaux et des trucs machin, bah, je ne vois pas où est-ce qu'on peut retrouver ces références-là. Donc, je trouve ça très intéressant, même encore aujourd'hui, ces relations un peu d'homme à homme et de combat de choc, ce sont des choses qui nous habitent encore. Même si aujourd'hui, on a modifié, aujourd'hui, les combats de choc n'existent plus avec les guerres, notamment asymétriques, les guerres de guérilla, puisque l'ennemi n'a plus d'uniforme, donc on ne peut plus lui donner rendez-vous sur le champ de bataille, comme on l'aurait fait pour les Russes pendant la guerre froide. C'est ce qu'on faisait. On était là, bon, ben voilà, c'est rendez-vous dans la plaine alsacienne, et puis on se la colle avec nos chars, quoi. C'était un peu ça. Donc là, c'est plus le cas. Donc voilà, donc tout ça pour dire, en fait, ces notions de chevalerie qui sont un héritage des phalanges grecques, tout ça, c'est des trucs qui sont constitutifs de nos armées aujourd'hui et qui imprègnent encore tout notre logiciel de réflexion et de projection. Enfin, c'est marrant que vous ayez parlé de Koufra parce que, enfin, une autre anecdote qui me fait penser à ce que vous avez dit, c'est que le premier nom des Compagnons de la Libération, qui était prévu par le général de Gaulle, c'était les Croisés de la Libération. Et donc, Ouais, c'est vrai qu'on alors, retrouve il y en ce a eu lien. plein, il y en a eu plein. Il y a eu les ah, putain, il y a eu plein de groupes si vous allez voir sur Wikipédia, il y a une page Wikipédia avec tous les noms de tous les groupes de résistants à la Seconde Guerre mondiale. C'est très intéressant de voir les différents noms qui sont empruntés, parce que par exemple, certains se sont appelés les Thermopyles. Et donc, c'est une référence encore à l'Antiquité Oui. Et aux 300 Thermopyles qui ont résisté aux Ottomans. Spartiate de la guerre médique. Ouais, c'est ça, ouais. C'était pas les Ottomans, c'était les. Oui, c'est ça, c'était contre les Perses. Ouais, c'était les Perses, c'est ça, merci. L'Empire perse. On est pas loin. Alors, parfois, pour faire taire les armes, on est obligé d'employer les armes soi-même. Mais donc, on l'a dit plus tôt, maintenant vous voulez combattre sur le champ des idées. Vous avez mené le combat avec les armes. Aujourd'hui, comment vous voulez lutter contre les racines profondes du terrorisme et notamment du terrorisme islamiste aujourd'hui? Alors, je vais aborder un truc qui est assez délicat, mais qui est pour moi fondamental. Donc, je vous demande de vous accrocher. Je ne suis pas un grand orateur, donc si jamais c'est pas clair, n'hésitez pas à m'arrêter. Je pense qu'aujourd'hui, le combat que l'on doit impérativement mener pour pouvoir au moins comprendre, si ce n'est vaincre notre ennemi, c'est la lutte contre le nihilisme et le relativisme. Pour moi, ces deux notions qui ont émergé au XVIIIe et qui sont renforcées à la sortie de la Seconde Guerre mondiale, avec les traumatismes de la Première et de la Seconde Guerre mondiale, avec les existentialistes, comme Sartre et Simone de Beauvoir, en fait, sont des notions qui sont très intéressantes et particulières à l'Occident. Il n'y a pas eu ça en Orient, il n'y a pas eu ces courants de pensée en Orient. D'ailleurs, Nietzsche le dit très bien à la fin du... Ça avait commencé un peu avant, à la fin du 19e, quand Nietzsche dit Dieu est mort, en fait, ce qu'il explique, ce qu'il analyse, enfin c'est mon analyse en tout cas, c'est que on a abandonné la transcendance qu'il peut y avoir dans la morale humaine. C'est-à-dire que
la morale humaine a une aspiration supérieure, à quelque chose de plus grand, de plus élevé que juste le monde matériel, et que l'annulation, un peu la destruction de ce lien, a amené Nietzsche à avoir cette analyse-là. Analyse qui sera suivie par Dostoïevski, et qui aura cette phase fameuse qui dira, voilà, si Dieu est mort, alors tout est permis. Donc là, on arrive au délitement de certaines valeurs. En fait, ce qui est intéressant, c'est ce lien que Nietzsche a soulevé, qui a été dégradé entre la morale, enfin dans la morale, qui était le lien de la transcendance. La transcendance, c'est quelque chose qui existe depuis la création de l'homme. Les premiers hommes, c'est 6 millions d'années, un truc comme ça. Et les premiers hommes alors, se distinguent très difficilement des grands singes. Hein, ils ont une morphologie qui est à peu près similaire. Et en fait, les archéologues, pour distinguer les uns des autres, quand ils tombent sur des sépultures, encore aujourd'hui, j'ai encore lu un article l'autre jour de sépultures, enfin de scientifiques australiens qui ont découvert des ossements. Et leur moyen de discrimination pour savoir si c'est des grands hommes ou des singes, des grands singes ou des hommes plutôt, pardon, c'est la présence de sépultures. C'est-à-dire savoir si il y a des pollens, s'il y a des traces, s'il y a une disposition des corps particulière qui laisse croire qu'ils ont aménagé les sépultures pour les enterrer. Ça indique une chose, ça indique qu'en fait, l'homme a toujours eu cette croyance en quelque chose de supérieur. Alors, ça a été hyper théorisé. Hein. Au XXe, Carl Jung l'a théorisé. Ça a été un truc hyper, qui a été très analysé, mais qui a toujours existé. Donc, ça a toujours été alors, soit un monothéisme, soit des polythéismes, enfin voilà. Mais il y a toujours eu ce théisme, en fait. Et je pense qu'aujourd'hui, notre période est exceptionnelle puisqu'elle marque une rupture inédite avec cette aspiration à quelque chose de supérieur, de plus grand. Et donc, je pense que c'est quelque chose qui, aujourd'hui, moi, à mon niveau, ce que je constate, c'est que ça atomise et déboussole beaucoup d'hommes qui perdent un peu le sens de leur vie, alors que cette transcendance avait tendance à donner un sens à la vie, à l'existence, à nos misérables existences. Et du coup, je pense que si on n'a plus ce truc-là, on ne peut plus avoir de culture commune. Et si on n'a plus de culture commune, on n'a plus d'aspiration commune, et ainsi de suite. Donc pour moi, c'est un peu l'origine un peu de ce mal qu'on avait à la base, enfin qu'on expérience aujourd'hui. Alors maintenant, là où c'est intéressant par rapport au conflit qu'on mène, c'est qu'en face, on a des gens qui, eux, n'ont pas du tout rompu ce lien-là. Donc pour eux, il y a encore un sens du sacré, il y a encore cette mystique qui existe encore et qui les habite intégralement. D'où leur facilité à recruter des bergers d'un pays du tiers-monde, des petits bergers qu'on n'a demandé à personne, et des gamins au cœur de nos villes qui trouvent difficilement un sens à leur vie. Voilà, donc ça c'est mon analyse. Et du coup, la solution, alors moi je ne l'ai pas, mais bon, je trouve que les notions de chemin transcendantal, où on remet un peu le sacré, l'héroïsme et la grandeur au cœur du truc, sont des chemins intéressants à exploiter, je trouve. Ça, c'est remettre quelque chose de plus grand au-dessus des individus. Exactement. Et alors Carl Jung, alors je ne vais pas aller trop loin, mais Carl Jung le théorise en disant ça peut même être pas forcément un dieu ou une notion surnaturelle, ça peut même être en termes de psychologie, il explique que ça peut même être une notion fondamentale pour vous. C'est-à-dire que voilà, si votre famille, par exemple, c'est votre bien le plus sacré et ce qui modèle toute votre vie, ça devient votre Dieu, en fait. C'est ça votre objet c'est l'objet qui donnera un sens à toute votre vie, en fait. Voilà, donc ça peut être votre famille, ça peut être votre couple, ça peut, enfin bref, bon, il y a plein d'options, mais en tout cas, il explique à quel point c'est ancré en nous, quoi. C'est vraiment quelque chose qui est fondamental pour la compréhension de l'homme. Voilà, bon. Je suis désolé, du coup, je pars un peu loin. Non, mais c'est très bien, justement. Voilà. Mais c'est intéressant aussi. C'est pour ça qu'on a des formats qui sont, on le reconnaît, assez longs. C'est pour essayer de donner un maximum de temps de parole et que les personnes qu'on invite puissent exprimer leurs idées, enfin voilà, sans se dire, ah, bah, il me reste 1 minute 30. Non, ouais, ça marche. C'est aussi le but. Du coup, est-ce que
C'est là la divergence principale que vous faites entre Occident et Orient, ou est-ce qu'il y a aussi, comme vous pouvez Alors, dire là d'autres? non, non, non. Alors, c'est une question intéressante. Alors, j'avais pris deux, trois petites notes, si vous permettez. Alors, ce qui est très intéressant entre l'Orient et l'Occident, donc c'est deux civilisations complètement différentes. Euh, Néanmoins, l'Orient a toujours fasciné l'Occident. Il y a toujours eu une fascination pour Aladdin et les Mille et une nuits, pour quand vous voyez toutes les églises qui sont tournées vers l'Orient, quand vous voyez au 15e siècle, pas au 15e, mais au 18e, 17e, sous Louis XV, non, c'était 17e, je crois, 18. 18e, Louis XV. Oui, mais oui, c'est la 18e. 14, pardon, oui, c'est Louis ça, XV, 18e, 18e. ouais, vous avez raison. Il y avait une tendance à la sinophilie. Les mecs étaient fans de tout ce qui était chinois. Ils envoyaient des ambassadeurs en Chine. Il y avait une fascination pour cet Orient. Donc, je pense qu'il y avait aussi une fascination ou pour les Anglais, notamment pour les grands romantiques anglais qui étaient fascinés par l'Inde, etc. Et donc, il y avait une fascination pour, je pense, le mysticisme qu'on pouvait trouver dans ces religions-là, dans ces civilisations-là. Et aujourd'hui, je pense que l'Occident a perdu son propre mysticisme, son propre lieu de transcendance, mais que du coup, ce qu'on a perdu, on en ressent aujourd'hui le besoin, et c'est pour ça que je pense qu'il y a des jeunes qui complètent ce besoin en répondant au djihad, etc. Et du coup, et puis surtout, c'est difficile aujourd'hui parce que euh, je pense qu'aujourd'hui, les problèmes de l'Occident sont peut-être, les problèmes de l'Orient, pardon, sont peut-être dus à l'expansion des valeurs occidentales sans mystique, et du coup qui sont très difficiles à accepter pour eux. C'est-à-dire que quand vous allez voir les talibans, vous leur expliquez que le droit de vote, c'est un absolu, que l'égalité des hommes-femmes, c'est fondamental, les mecs, ils rigolent, quoi. Enfin, ils sont pas du tout sur Et du coup, pour eux, c'est extrêmement violent, en fait. Et c'est très difficile pour eux à accepter parce que c'est une culture qui est complètement différente. Donc, du coup, il y a ça qui, je pense, est le phénomène principal. Après, bon, si on va plus dans le détail, ce qu'il faut considérer, c'est que aujourd'hui, on a quand même le salafisme qui s'est étendu partout au Moyen-Orient avec tout le Sahel. Et ça, c'est vraiment une catastrophe parce qu'avant ça, on avait quand même des civilisations qui étaient hyper intéressantes. Et je pèse mes mots, hein. C'est-à-dire qu'on avait toutes les civilisations omeyyades puis abbassides avec des relations diplomatiques hyper intéressantes. Je ne sais pas si vous avez déjà entendu parler de l'éléphant albinos de Charlemagne. Non. Non, non, mais je vous dis, c'est des trucs de ma boule. Attends, ah oui, ça, Aboul Abbas, qui était un sultan du Moyen-Orient, qui a fait livrer en cadeau un éléphant albinos qui était un truc inestimable encore aujourd'hui, hein. Et il a fait transférer un éléphant albinos avec les clés de Jérusalem à Charlemagne en le filant à un juif polyglotte qui a traversé toute la Méditerranée pendant 5 ans pour le filer à Charlemagne. C'est des relations qui étaient incroyables, enfin, des relations diplomatiques incroyables, parce qu'il y avait une certaine richesse en Orient qu'on reconnaissait. Aujourd'hui, le salafisme a tout détruit. On le voit, hein, le Daesh, les mecs, une des premières actions qu'ils mènent, c'est de détruire toute leur histoire. Ils détruisent toute l'histoire du lieu qui n'est pas liée au salafisme. C'est-à-dire qu'ils vont détruire les églises coptes, les églises syriaques, des chrétiens syriaques, les églises, ils vont même jusqu'à détruire les mosquées chiites, les mosquées de tous les qadjaristes, là, enfin bref, tous les autres courants sunnites qui ne sont pas le leur. Et du coup, les mecs font table rase, en fait. Voilà. Et donc, ces mecs-là, tout est interdit chez eux. Donc, forcément, vous avez une espèce de culture hyper violente et hyper autoritaire qui détruit tout et qui a servi les hommes à une petite caste de califes. Donc, c'est pas dingue. Enfin, je m'égare un peu, mais voilà. Donc, tout ça pour dire qu'en fait, on a une tendance aujourd'hui au salafisme qui est vraiment une tendance extrêmement grave, qui vient du sunnisme, pardon. Et ça, c'est très important à comprendre aussi parce que, bon, je finirai là-dessus, après j'arrête de vous embêter avec ces questions-là, mais qui sont Ne vous embêtez pas. intéressantes, hein, mais en fait, aujourd'hui, on a un problème avec les sunnites, avec la branche salafiste ou wahhabite des sunnites. Pourquoi est-ce qu'on a un problème avec eux et pas, par exemple, la branche chiite? Parce que dans les armées, quand vous rentrez dans l'armée, vous vous confrontez à un système de hiérarchie. C'est-à-dire que vous avez tout le monde a un chef. C'est ce qu'on a l'habitude de dire. Et donc c'est vrai, vous avez un général qui va avoir des colonels, qui va avoir des lieutenants-colonels, des commandants, etc. Et la pyramide, elle s'élargit et elle descend.
tout en bas de la pyramide, le plus petit groupe qu'on forme dans l'armée, c'est un groupe de 2 hommes. Normalement, c'est le groupe minimal. Même quand vous avez 2 hommes, il y a quand même un chef. C'est-à-dire qu'à aucun moment, vous pouvez avoir un groupe sans chef. Parce que même à 2, vous avez un chef. Donc, c'est vraiment le truc commun. Quand vous regardez les divergences qu'il y a eu juste après la mort du prophète au 7e siècle, il y a eu 2 grands courants qui se sont formés. Les courants sunnites et les courants chiites. La principale différence qu'il y a entre ces courants-là, c'est que, pour la faire simple, il y en a un, c'est un califat électif, et l'autre, c'est un califat héréditaire. Le califat héréditaire, ça voulait dire qu'il y a toujours un descendant du prophète. Donc là, en l'occurrence, c'était Ali, le cousin du prophète, qui a dit, bon, ben, moi, je suis le cousin, maintenant, tous mes descendants seront les chefs du califat hérétique. Du califat héréditaire, merci, hérétique. Et du coup, ça formera la branche des chiites. Donc aujourd'hui, vous allez voir les chiites, vous demandez qui est le chef, ben, c'est l'ayatollah Khamenei. Vous allez voir un chiite à l'autre bout de la planète, le chef, c'est l'ayatollah Khamenei. Voilà, il n'y a pas de question à se poser, le mec, il est en Iran, voilà. Vous demandez à un sunnite qui est votre chef, et j'ai fait l'expérience récemment, parce que du coup, je communique un petit peu avec des musulmans depuis la sortie du bouquin, c'est assez intéressant, et à chaque fois, je leur demande, qui est votre chef? Et les mecs sont incapables de me répondre systématiquement. C'est-à-dire qu'ils vont dire, bah, c'est l'imam de ma mosquée. C'est tel théologien que je vois sur YouTube. En fait, il n'y a pas de définition parce qu'eux, ils ont décidé qu'il fallait un califat électif et donc ils allaient élire à chaque fois le chef. Et du coup, c'est devenu le bordel. Et maintenant, chez les sunnites, vous n'avez pas de chef. Donc, vous avez des courants chez les sunnites qui s'en sortent bien. Il y a des courants, comme le salafisme, qui ont été saisis par des mecs un peu charismatiques et du coup, qui sont capables de détruire des vies en imposant une espèce de vision rigoriste qui est vraiment extrêmement cruelle et qui est barbare, quoi. Et ça c'est important de comprendre que l'origine de ce truc-là, c'est qu'en fait, les mecs, ils n'ont pas de chef. Et donc, il n'y a personne pour discriminer, pour dire, voilà où est la règle, voilà ce qui est bien, ce qui n'est pas bien. Parce que vous aurez toujours des gens pour vous contredire. Quand vous regardez Samuel Paty, lorsqu'il est mort, vous avez le président du Conseil du culte français musulman qui a dit, on va prier pour ses agresseurs. Donc, intention louable, sauf que derrière, vous avez une horde de mecs qui sont déchaînés sur Twitter en disant, mais c'est qui ce gars-là? C'est qui ce gars-là? Il ne représente personne. Et en fait, c'est ça le problème. C'est que chez les salafistes, chez les wahhabites, on n'a pas de chef unique. Parce qu'à la limite, il prendrait les mauvaises décisions, soit, mais au moins, on peut interagir avec le chef qui représente l'autorité la plus compétente dans cette filière-là. Enfin bref, voilà. Donc c'est un peu mon analyse de la situation avec les chiites et chiites sunnites, et notamment chez les salafistes. Mais du coup, est-ce qu'un élément qui serait très important pour voir comment ça reste le problème, est-ce que ça ne serait pas déjà de comprendre la religion qui est utilisée par les extrémistes pour... est-ce qu'en quelque sorte, un des meilleurs... Elle est déjà comprise. C'est-à-dire qu'on comprend parfaitement ce qu'ils font les salafistes. Tout est hyper clair. Tout est hyper clair. Alors je pense qu'il y a un petit peu de paresse intellectuelle, de crainte, de ne pas vouloir amalgamer les autres musulmans avec une analyse un peu pointue sur les salafistes, et je comprends. Néanmoins, je pense que c'est lâche de ne pas vouloir s'attaquer au problème pour de vrai en ciblant les mecs et en disant c'est bien ces mecs-là qui polluent toute leur croyance, en fait, et qui polluent toute leur gestion de la religion. Le problème, c'est que c'est pas la première fois en fait que ça nous arrive. On a déjà eu le problème avec d'autres gars et ça a été, dans notre histoire, ça a été bien géré à chaque fois, parfois dans le sang, mais parfois ça a été géré de manière parfaitement diplomatique. Et le problème, c'est qu'aujourd'hui, personne n'est capable de mettre tout le monde à table et de dire OK, maintenant on va discuter avec tous les sunnites, les vrais représentants, et on va élire un chef et on va les obliger à avoir un chef. C'est un peu ambitieux. Ah, mais c'est intéressant en tout cas, et puis on voit que c'est un sujet que vous avez J'adore. Ouais. Une des autres différences que vous faites entre l'Occident et l'Orient, c'est la considération pour le temps. Ouais. C'est-à-dire qu'en quelque sorte, dans l'Occident, et on le voit même dans notre société, l'instantanéité est au cœur de la société au moins, alors qu'en Orient, une considération pour le temps long. Ouais. Est-ce qu'on est condamné, entre guillemets, à rester enlisé dans cette immédiateté, ou alors est-ce que c'est possible un jour de sortir de nos 3 coups de retard habituels? Déjà, si vous avez une vision, si vous avez un chef qui a une vision, c'est-à-dire qui a une capacité d'anticipation, déjà, vous serez obligé de sortir de l'immédiateté. Déjà. Donc, si on n'a pas de vision, on n'aura pas de capacité à anticiper les problèmes qui vont arriver. Donc, je pense que déjà, ça, c'est le premier step. Avoir une vision.
Et tant qu'on n'a pas de vision, en fait, les entreprises, typiquement, pour faire une analogie un peu bricolée, une entreprise dans le civil qui n'a pas de vision, en fait, elle se fait racheter dans les 3 ans par une entreprise américaine, ouais, cool. Voilà, c'est comme ça que ça marche. Donc, moi, je pense que malheureusement, tant qu'on sera dans l'immédiateté, on est condamné à rater tout ce qu'on fait. Alors, vous avez récemment donc, publié votre livre. Depuis, vous intervenez assez régulièrement dans différents médias. Est-ce que c'est pour vous, d'une part, un moyen de continuer votre engagement? Et d'autre part, qu'est-ce que vous cherchez à transmettre à travers vos interventions et votre livre? Ce que je cherche à transmettre, c'est la vertu de la prise de responsabilité. C'est un thème que j'aime beaucoup, c'est un thème qui, je pense, est assez universel. Je pense qu'on en a besoin aujourd'hui dans nos sociétés et que dans les armées, on l'éprouve au quotidien. Ce thème, il a 3 avantages. Le premier, il donne un sens à nos misérables vies de souffrance. Je m'explique. Quand aujourd'hui, on a des jeunes qui refusent de prendre des responsabilités, qui en esquivent beaucoup, qui refusent de s'engager dans leur vie, que ce soit en termes personnels, en termes professionnels, en fait, ils pensent qu'ils esquivent le problème de la souffrance, sauf que, pas de chance, ils le retrouvent plus tard, quand ils ont 30 ans, qui sont célibataires, au chômage, avec une addiction à la drogue, à l'alcool et à la pornographie, qui sont seuls dans leur vie et qu'ils sont sous antidépresseurs en permanence pour ne pas se suicider. Donc ça, je pense que malheureusement, c'est le cas de beaucoup de monde aujourd'hui. Et c'est quelque chose contre lequel il faut lutter, et en disant bien que la solution qui ne supprimera pas les souffrances, c'est de prendre les responsabilités parce que ça donnera un sens à vos souffrances. Et regardez-vous, vous faites des études, vous vous levez tôt le matin, vous allez à l'école, vous êtes discipliné, vous passez des examens, etc. Tout ça, c'est des souffrances, mais que vous choisissez parce qu'il y a un sens derrière. Il y a un sens, il y a quelque chose que vous voulez accomplir derrière. Et ça, c'est quelque chose qui est extrêmement important. Et il y a beaucoup de jeunes qui n'ont pas le privilège d'entendre quelqu'un expliquer ça, d'une part. Ensuite, le deuxième truc qui est hyper intéressant avec les responsabilités, c'est qu'il y en a partout. Nous, dans l'armée, le premier truc qu'on apprend, c'est faire son lit. Tout premier truc qu'on apprend, c'est faire son lit. Et tout le monde est capable de faire son lit. Même si vous n'avez pas de bras, vous pouvez le faire avec les dents. Vous débrouillez, mais vous arrivez à faire votre lit. Et c'est un signe énorme que vous envoyez, parce que du coup, vous dites, en fait, si j'arrive à faire mon lit, ça veut dire que je peux mettre un petit peu d'ordre dans ce petit carré de ma vie. Et déjà là, ça, c'est un gage d'harmonie et de stabilité qui va me faire croître et qui va me faire grandir. Et donc là, ça m'amène au 3e point sur le thème de la responsabilité, qui est de dire qu'en fait, il y a en sociologie des prédicateurs psychosociaux que vous pouvez passer quand vous êtes jeune pour anticiper sur votre vie future. Un des meilleurs prédicateurs, c'est le test de QI. C'est le moins pire, on va dire, c'est le test de QI. Le test de QI va définir à peu près où est-ce que vous allez pouvoir vous situer après, etc. Si vous commencez à prendre des responsabilités dans votre vie personnelle, auprès de vos proches, de vos parents, de vos amis, de votre copine, de votre copain, machin, etc. Si vous commencez à prendre des responsabilités professionnelles, vous dites, OK, bon, bah, voilà, tel truc, je veux bien m'en charger, je veux bien prendre la responsabilité de cette équipe, nanana, et que vous commencez à prendre comme ça des responsabilités qui vont vous faire grandir, en fait, vous faussez tous les prédicateurs socio-économiques et psychosociaux. C'est-à-dire qu'en fait, tous les tests que vous allez pouvoir passer, ils vont vous prédire un truc, et en fait, vous allez tout fausser. C'est-à-dire qu'en fait, on ne sait pas, on n'arrive pas en sociologie à anticiper où est-ce qu'un mec qui commence à prendre ses responsabilités va arriver. Tellement c'est exponentiel, en fait. Tellement c'est puissant, tellement ça vous donne une capacité de construction, une capacité de fortification qui est lourde et puissante. Et donc ça, c'est hyper intéressant parce que c'est un phénomène qui est absolument génial. Et on en a tous besoin de ça dans nos vies. Enfin, on a tous des vies pleines de trucs cassés, de trucs où on est en souffrance et difficile. Et de prendre ces petites responsabilités-là et de faire cette petite construction jour après jour, ça peut vraiment nous amener dans un endroit qu'on n'imagine même pas. Moi, l'exemple que j'aime bien, c'est moi, quand j'avais 12 ans, quand je me remémore, en fait, jamais j'aurais pu imaginer que j'aurais cette trajectoire de vie. Enfin, jamais. Et ça, c'est le fait d'avoir eu mes parents qui m'ont poussé petit à petit, doucement, qui ont toujours été présents pour moi, d'avoir ma famille, mes proches, mes amis qui m'ont dit vas-y, fais ça, vas-y, tu vas y arriver, nanana, à m'encourager. Moi, j'ai pris des baffes, j'ai pris des beignes, j'ai pris des échecs, et j'ai continué. Petit à petit, j'ai quand même continué, malgré la peur de l'échec, hein, qui rebute énormément de monde. Hein. Moi aussi, j'avais peur de l'échec. Mais en fait, malgré ça, j'ai réussi à continuer et je suis arrivé là où je suis arrivé aujourd'hui.
Et alors, moi, je suis très fier de ce que j'ai fait dans les armées. Je me sens très privilégié. Et ça, j'aimerais le transmettre. Du coup, vous parlez du sens des responsabilités et globalement, ce qui, j'ai l'impression, est derrière aussi, c'est un lot de valeurs et notamment celle que la marine porte en étendard. Ouais. Mais comment vous pensez qu'on peut les remettre au cœur de la société et les transmettre à tout le monde, que ce soit d'une part les personnes qui ont déjà une certaine appétence pour elles, comme ceux qui en sont totalement décrochés? Comment est-ce qu'on peut faire? En fait, je pense qu'il y a déjà une des premières idées, c'est d'établir l'idée de souffrance. C'est d'arrêter de mentir aux enfants en leur disant tu ne souffriras pas, ça va bien se passer. Non, non. Je pense qu'aujourd'hui, rétablir la souffrance, c'est hyper important pour celui qui faillit à sa responsabilité. C'est inévitable. Enfin, faut l'admettre. Je prends pour exemple les compétitions qu'on peut voir aux États-Unis. C'est pas encore exporté, mais je pense que ça ne saurait tarder. Vous avez des compétitions où à la fin de la compétition, tous les enfants se font remettre une médaille. Pour un enfant, je pense que cette notion, cette idée-là, qui, je pense, à l'origine est une idée charitable, une idée solidaire. Les gars, ils se disent, les gamins, ils vont se dire, cool, tout le monde a gagné, personne n'a perdu, c'est génial. En fait, derrière cette idée-là, je pense qu'il y a une erreur fondamentale. C'est-à-dire qu'en fait, on est en train d'expliquer aux gamins que tu cours, que tu fasses un effort ou pas, de toute façon, c'est pareil. Et ça, c'est un mensonge. C'est un mensonge. Il faut que les gamins, ils puissent, parce qu'en fait, ce que vous enlevez aux gamins, quand vous les faites interagir avec une émulation, certains vont gagner, certains vont perdre, ce que vous leur enlevez, c'est la capacité à se surpasser pour revenir et gagner, en fait. C'est l'espoir. Vous lui enlevez l'espoir de se dire, un jour, je serai sur le podium. Parce qu'en fait, il n'y a plus de podium. Donc, en fait, le gamin, il a plus cette idée-là. Donc, ça, c'est fondamental de faire revenir ça. Donc, je pense que ça, c'est fondamental pour contrer la dégradation de cette hiérarchie des valeurs dont parlait Nietzsche pour extrapoler ce qu'on disait tout à l'heure. Et de la même manière, il faut glorifier celui qui a pris ses responsabilités jusqu'au bout. Moi, je pense, celui que j'aime bien et dont je parle dans le livre, c'est Socrate qui boit la ciguë. Alors, certains vont dire que c'est de la mythologie. Je m'en moque. Je m'en moque, parce qu'en fait, c'est pas ça l'idée. L'idée, c'est de dire, le gars, il a dit, OK, je passe devant le tribunal athénien, on me propose de me faire la malle, mes copains me disent, écoute, franchement, il y a eu des troubles, vas-y, viens, on assomme le gardien, on se tire. Lui, il a dit, non, moi, j'ai donné ma parole que j'acceptais ma condamnation, donc moi, je reste là, je bois la ciguë, terminé les gars, merci. Mais ça, c'est le gars, il prend sa responsabilité jusqu'au bout. Je pensais aussi à Édith Saint-Marc, qui a été un grand soldat français, qui a fait l'Indochine, l'Algérie, mais qui a aussi participé au putsch d'Alger. C'est un peu sulfureux et je l'entends parfaitement. Maintenant, ce qui est très intéressant, c'est qu'il dit que ça, je le cite pour le coup, lorsqu'il a comparu au tribunal pour expliquer ses actions, il a dit ma décision de basculer dans l'illégalité, était essentiellement motivée par la volonté de ne pas abandonner les harkis recrutés par l'armée française pour lutter contre le FLN. Donc le gars, en fait, on retrouve ces relations féodales dont je parlais initialement. C'est-à-dire que le gars, il s'est engagé auprès de ces petits mecs qui étaient des Algériens locaux qui voulaient combattre le FLN. Il leur a dit, venez avec l'armée française. Et là, en fait, on leur a expliqué plus tard que non, finalement, il fait qu'il les abandonne, sachant que s'il abandonnait ces mecs-là, on savait très bien ce qui allait leur arriver. Les mecs qui se faisaient découper dans la nuit par les félagas, ils avaient des pratiques qui étaient particulières. Je vous les épargne ici parce que c'est un peu gore, mais voilà. Donc ce gars-là, il a dit, je vais rentrer dans l'illégalité, c'est-à-dire que je mets tout en jeu. Je mets ma carrière, je mets mon grade, je risque la prison pour respecter la parole que j'ai donnée à ces mecs-là. Donc là, on est dans une autre dimension là. Enfin, ça, c'est très intéressant de dire, ok, ce mec-là, c'est le chemin à suivre. Donc ça, typiquement, c'est le genre de mec qui a glorifié. Et justement, ça me fait penser, mais il y a énormément de promotions, notamment des écoles militaires, qui portent qui ont des noms de parrains, et à chaque fois, on voit que c'est une fidélité absolue aux engagements qui ont été pris au fur et à mesure et aux idéaux. C'est fondamental. C'est les deux points. Alors, si vous voulez bien qu'on parle un peu plus de vous. Ouais. Donc, on l'a dit au début, vous êtes commando marine. Auparavant, votre premier engagement, c'était dans l'armée de l'air.
Ouais. Que vous avez finalement quitté. Pourquoi ne pas avoir rejoint, par exemple, le CPA-10, qui est du coup l'unité commando de l'armée de l'air? C'était un concours de circonstances. En fait, j'ai croisé le père d'un ami qui était militaire et à qui j'ai exposé ma volonté de servir un peu plus sur le terrain. En fait, il m'a tout simplement dit, bah, écoute, va chez les commandos marines. Et lui, il venait du 13e RDP, donc qui était une autre unité de force spéciale de l'armée de terre. Et du coup, sa parole avait beaucoup de valeur pour moi. Et du coup, j'ai écouté ce qu'il m'a dit. Au final, ça vous a bien réussi. Bah ouais, c'est vrai. Et du coup, au cours de votre carrière, quel a été le moment le plus marquant pour vous? Alors, moi, le moment qui a été le plus marquant, c'est ma remise de béret. Ma remise de béret parce que c'était un symbole très important pour moi, parce que c'est ma victoire sur mon double maléfique. C'est ma victoire sur mon ombre, l'ombre dont il parle en psychologie. Hein. Carl Jung, il parle de ça. C'est très intéressant. C'est la partie un peu sombre de son être qu'on est obligé de dompter pour grandir et pour progresser, en fait. Donc, c'était un peu ça s'est un peu matérialisé, en fait, ce jour-là, même si, voilà, ce double maléfique est toujours là, que je n'ignorerai jamais. Mais en tout cas, ce jour-là, c'est un petit peu une petite victoire sur lui. Qu'est-ce qu'on ressent quand on reçoit le béret vert, qui est le symbole des commandos marines et qui est... Bah, c'est assez indicible, mais on se sent très honoré et puis on se sent chargé aussi de l'histoire des bérets verts qui ont été créés en 40 par Kiefer. Donc, ouais, c'est toute une histoire. Et puis j'imagine aussi beaucoup de sacrifices. C'est une histoire de Euh, sacrifice. Après combien de mois de sélection vous obtenez le béret vert? C'est 2 mois de sélection. D'accord. Et 2 mois pleins. Il n'y a pas Ouais, de... ouais. Et là, il n'y a pas de vacances, il n'y a pas de week-end. Non. Alors, il y a des week-ends, mais qui sont bien particuliers, on va dire. C'est des week-ends un peu particuliers. Ouais. On est coincé sur base, on fait du car. Enfin, voilà, on dort pas beaucoup. C'est spécial. C'est pas les 35 heures. C'est les Pas les responsabilités là 35 heures, aussi. non. Ouais, c'est ça, c'est ça. Alors, en tant qu'officier marinier d'abord, quand vous êtes rentré dans la marine, puis en tant qu'officier, vous avez commandé du coup des hommes. On l'a dit, Ouais. même jusqu'au binôme, il y a un chef. Ouais. Est-ce qu'au final, l'humain, c'est pas le cœur du métier des armes? Si, absolument. Absolument. C'est le tout. Tout est fondé sur l'humain dans les armées, de A à Z. Alors, vous êtes encore aujourd'hui militaire, même si vous appartenez plus aujourd'hui au commando d'assaut des commandos marines. Pourquoi avoir publié ce livre maintenant? Est-ce que c'est un moyen de créer une rupture avec vos expériences d'avant voilà. Non, en fait, j'ai respecté une chronométrie normale dans le développement de ce livre. En fait, j'ai juste. Ça s'est fait comme ça, et puis c'est arrivé maintenant. Il n'y a pas de calcul, en tout cas. Hein. C'est vraiment un livre qui doit sortir maintenant, et puis voilà. Et par exemple, si on vous avez dit que si vous aviez vu vous d'il y a 12 ans, enfin à 12 ans plutôt, vous n'y aurez jamais cru. Est-ce que si on vous dit, voilà, dans 10 ans on vous retrouve, est-ce que vous savez comment vous pourriez être? Non, non. Probablement auprès de ma famille. Et plus que ça va être difficile. C'est déjà bien. C'est déjà pas mal. C'est déjà un bon gage de stabilité, je pense. Mais du coup, donc aujourd'hui, il y a eu la rupture, entre guillemets, vous avez fini votre période opérationnelle. Est-ce que c'est pas compliqué de se réhabituer à une vie plus normale? Si, c'est très difficile. C'est très difficile, rien n'est pareil. Et puis moi, je pense que je pense que j'étais le plus épanoui au combat, hein. Enfin à la guerre, c'est ce qui m'a plu le plus, donc c'était difficile. Le combat, la fraternité d'armes, c'est Ouais, l'adrénaline. la camaraderie, l'adrénaline, tout ça, c'est des choses qui vont vraiment beaucoup me manquer. Est-ce que vous gardez contact avec les personnes avec qui vous avez servi, qui ont été sous Ouais. vos ordres J'ai encore contact avec tout le monde. Ouais. Et vous gardez aussi, vous évoquez au tout début du livre Alain Bertoncello, que vous avez connu, Oui. qui est malheureusement décédé également. Est-ce que vous avez contact avec des personnes que vous avez, par exemple la compagne d'Alain Bertoncello, ou Non, pas du vous tout. n'étiez pas assez... Non, je n'étais pas proche au point de connaître sa compagne. D'accord. D'ailleurs, je tiens à profiter de cette question pour rendre un hommage
au premier maître Alain Bertoncello, qu'on vient d'évoquer, et au premier maître Cyril de Pierrepont, qui sont morts pour la France dans la nuit du 9 au 10 mai 2019. Et vous l'avez dit, on est le 4 mars aujourd'hui, du coup, on enregistre. Et il y a 15 ans, c'était aussi le maître principal, le Lepage, qui Exact. décédé en opération. En Afghanistan, oui. On n'oublie ni ses combattants, ni leurs frères d'armes dont vous faites partie, ni les proches et les compagnes. Voilà, leur engagement complet, leur sacrifice, pas leur sacrifice, mais leur mort au combat, c'est un nous sacrifice oblige collectivement. C'est un sacrifice accepté. Ouais. Alors oui, c'est sur une question plus légère, on va dire. Est-ce que vous auriez un film ou une série à nous conseiller? Alors, le film qui ressemble le plus à ce qu'on peut faire au boulot, c'est Zero Dark Thirty. Donc ça, voilà, je pense que beaucoup de gens connaissent cette référence. Maintenant, moi, il y a un film qui m'avait pas mal marqué, c'était Capitaine Conan. C'est un film sur la Première Guerre mondiale, sur des groupes de voltigeurs anciens détenus de prison qui sont devenus des espèces de commandos avant l'heure. Et je trouvais ça très intéressant comme film. Après, voilà, pour tout ce qui est pour tout ce qui est opération spéciale, je pense qu'il n'y en a pas beaucoup qui ressemblent vraiment bien. Il y avait Force Spéciale, mais qui était très beau, qui était plus beau qu'exact sur les opérations spéciales, mais qui était intéressant quand même. Un film qui a été tourné avec Marius. Et voilà, ça c'est les principaux films que je pourrais vous recommander. C'est des porte-étendards des commandos marines. Ouais, c'est ça. Louis Saillant, merci beaucoup d'avoir accepté notre invitation. Ça a été un honneur pour nous. On peut du coup retrouver votre livre dans toutes les librairies. Exactement. J'ai vu qu'il marchait très bien. Ouais. Félicitations. Merci beaucoup. On peut également vous suivre sur les réseaux sociaux, je crois. Absolument. Insta, Facebook, Twitter. Voilà, donc en tout cas, n'hésitez pas à aller suivre Louis Saillant pour voir l'évolution désormais depuis chef de guerre jusqu'à la personne qui mène les combats encore dans le champ des idées. Exactement. Merci pour votre invitation. C'est très aimable à vous. Je vous en prie. Merci à toutes les personnes aussi qui nous ont écoutés. N'hésitez pas à nous envoyer vos remarques et vos questions par Facebook ou par mail. On se retrouve prochainement pour un autre épisode de Défense à l'antenne. Et d'ici là, n'oubliez pas que la sécurité est l'affaire de tous.